restez Bernard, restez parce que nos éclaireurs vont soit vous poser une question, soit faire un commentaire sur ce que vous venez de nous dire. Aurélie. Oui, alors effectivement, vous l'avez dit, WeWork, c'est vraiment très orienté autour de la communauté et c'est ce qui fait la force de ce concept-là et c'est ce qui fait leur réussite. Et donc, c'est une valeur qui est très immatérielle, finalement, hein, qui construisent là. C'est pas grâce à la location d'espace qu'ils arrivent à créer cette valeur et à avoir ce succès qu'on connaît. Donc ça, on le sait, on dit beaucoup sur ce que ça implique en termes d'animation dans les tiers-lieux. Sur le sujet de la communauté, moi, je me pose une question à ce sujet-là. On est aux États-Unis. La communauté et le sens communautaire est très fort aux États-Unis et c'est historique et c'est très culturel. En France, on est un pays universaliste. On a une histoire d'intégration, d'assimilation. Et d'ailleurs, le terme communauté en France, il est très connoté. Nous, on a du mal à s'en servir. On parle d'écosystème. C'est vous dire que quand on dit communauté et communautaire, il y a quelque chose qui bloque, quoi. Et c'est pas dans notre culture et c'est pas, ça correspond pas tout à fait à nos habitudes. Donc voilà, ça c'est une première chose. J'aimerais voir comment tout ça évolue, comment WeWork va arriver sur la rue des Francs-Bourgeois, ce qu'ils vont y faire, et comment ça va se développer. Sachant parallèlement qu'on a quand même une crise aussi du collectif en France, que ce soit le collectif politique, l'éducation, le scolaire, etc. Donc ces nouvelles communautés, ça répond aussi quand même à un besoin dans la société. Donc il y a ces deux mouvements-là. Je pense que les 2-5 prochaines années seront intéressantes sur cette dimension-là. Voilà, c'était plus une petite remarque qu'une question. Françoise, un commentaire ? Oui, moi ce que j'aurais aimé savoir, c'est si WeWork choisit certaines villes en fonction de pôles de compétences ou de problématiques à traiter ou d'idées ou de promesses pour développer certaines entreprises ou pas. Est-ce qu'il y a un choix de certaines villes parce qu'on se rend compte que certaines villes sont plus importantes que des pays en termes de spécialisation. Alors Vincent, est-ce que les freelances aimeraient travailler chez WeWork et est-ce qu'ils aimeraient vivre chez WeLive ? Je pense que oui, c'est la preuve. S'il y a 50 000 membres déjà, c'est que ça fonctionne bien. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en France. Maintenant, je ne pense pas que ce soit si différent de ce qui existe déjà ici dans certains espaces de coworking qui, pour certains, ont une très bonne animation de communauté. La différence, peut-être, c'est cette façon de processer à l'américaine, à la Starbucks. Vous avez la même recette partout. Et puis aussi les moyens qu'ils ont. C'est-à-dire que, et je pense que la question, peut-être, c'est ça, c'est comment les grandes entreprises de l'immobilier française peuvent faire pour, je ne sais pas s'il faut s'unir ou autre, mais disons que la grande force de WeWork, c'est d'avoir levé énormément d'argent, plusieurs milliards, donc de pouvoir délivrer très vite et d'avoir une exécution à l'Uber. C'est-à-dire que quand Uber est arrivé ici, il y avait déjà des entreprises de VTC, mais ils ont été beaucoup plus vite que les autres, beaucoup plus processés. Donc comment faire face à ça ? Est-ce qu'il faut les voir comme un ennemi ? Est-ce qu'il faut proposer une solution française ou européenne, ou au contraire travailler avec eux ? Alors, je vais commencer par votre question. Je crois que, effectivement, ils ont des moyens assez considérables, des financements très considérables pour déployer ce qui est déjà beaucoup plus qu'une expérience aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont faire la même chose avec WeLive, puisque ce qu'ils m'ont montré, ils étaient déjà en train de le modifier, de l'améliorer, ils étaient encore en test, mais pour ensuite le déployer. Bien sûr que ça interpelle les grandes sociétés françaises, promoteurs, les sociétés foncières, etc. C'est ce que je m'applique à faire par le biais de la Fédération des sociétés immobilières et foncières, qui a créé une commission innovation qui examine toutes ces nouvelles tendances, qui examine de manière à comprendre en quoi c'est une concurrence et comment nous pouvons y faire face. Moi, je crois que c'est une concurrence en réalité. Ça n'est pas une partie, disons, périphérique de nos activités. De toute façon, je vais vous dire pourquoi il faut regarder ça pour nous, qui sommes effectivement plutôt des gens qui louent des surfaces et qui essayent quand même de donner de plus en plus de services. On a beaucoup. Gessina va proposer des tiers-lieux, Gessina va proposer de plus en plus de services complémentaires à ses clients, qui sont déjà beaucoup plus que des locataires. Et on va dans ce sens-là, parce qu'on, bien sûr, on a compris qu'il y avait une demande, client, une demande nouvelle qui émerge, même dans les grandes entreprises qui sont nos locataires principaux, il faut y faire face. Donc on va créer des tiers-lieux pour eux, par exemple. On travaille avec Bureau à partager, on travaille avec Paris Co.
sur des expériences en réel aujourd'hui de fonctionnement pour aller plus que comprendre, mais agir dans ce sens-là. On travaille sur l'économie du partage avec ce que nous faisons avec l'Indico sur des parkings partagés, c'est-à-dire la possibilité de mettre les parkings de nos bureaux à la disposition des habitants des quartiers, etc. Bref, tout ça, on est dessus et c'est ça, c'est notre réponse individuelle, peut-être collective, vous avez raison, dans la profession. Moi, je milite aussi pour qu'on essaie sur ces innovations ensemble de faire quelque chose. On verra si ça produit. Chacun a tendance à vouloir travailler chacun pour soi. Moi, je milite pour dire on pourrait faire des choses ensemble et trouver des financements ensemble pour créer ce qui n'existe pas vraiment dans nos professions. Après, la question que vous posez, c'est les localisations. Moi, je choisis plutôt les grandes villes, mais vraiment les zones urbaines en croissance. Ils choisissent les meilleures localisations, qui sont toujours très très bien placées dans les villes, ce qui sera le cas aussi à Paris. Ils cherchent pas forcément uniquement des entreprises des nouvelles technologies. C'est beaucoup plus au début sûrement. Là, c'est déjà beaucoup plus diversifié. Ils m'ont expliqué quelle était la composition de leurs locataires. Aujourd'hui, c'est très large. À Londres, ils ont tous les métiers en développement, bien sûr, mais c'est pas du tout, ça se réduit pas du tout aux sociétés qui travaillent dans la nouvelle économie, dans les high-tech. Et au fond, c'est vrai, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est industrialisé. C'est-à-dire, mais bon, Starbucks, ça a marché. Hein. Alors que l'idée, c'était, on fait un espace où les gens peuvent bosser tout en prenant un café, etc. Ce qui fait d'ailleurs que ça posera d'autres problèmes, puisque Starbucks aujourd'hui est en train de réfléchir à ce que font d'autres sociétés déjà, d'autres startups sur, bon là on ne vient pas pour prendre un seul café pendant toute une journée et pouvoir travailler là, on paye un forfait à l'heure, on peut effectivement avoir la nourriture, le café, tout ça gratuit, mais on paye à l'heure pour éviter que les gens fassent de Starbucks leur bureau. Donc c'est vrai que tout ça c'est des concepts qui deviennent aujourd'hui très très organisés, mais ça prouve donc bien qu'il y a un marché, parce que les Américains, c'est ça leur driver en réalité. Hein. Il y a un marché, donc j'essaie de rentrer dans la brèche, j'essaie de gagner de l'argent, et ils ont des marges très 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 significatives, parce que mon sentiment à moi, et c'est pour ça que c'est des concurrents, c'est que je pense que dans leur forfait, ils sous-facturent vraisemblablement le prix de la location auprès de nous, ou de ceux qui leur louent les locaux, parce qu'ils n'ont pas de locaux du tout. Hein, ils louent totalement leurs locaux, ils ne souhaitent absolument pas investir dans les locaux. Et par contre, ils surfacturent les services. Donc ils arrivent avec ça à gagner beaucoup d'argent. Bon. Alors après, vous avez évoqué l'histoire de la communauté. Et c'est là où je reviens sur mon panoptique. C'est que si ces univers deviennent des univers fermés, c'est pas, ça va marcher. C'est des genres de clusters ou de réseaux de gens. C'est très américain comme idée. C'est pas sûr que ça marche dans le tempérament occidental, français, etc. J'en sais rien. On verra bien d'ailleurs comment ils vont quand ils vont s'implanter à Paris. Parce que déjà, il y a des gens qui disent oui, mais c'est un réseau, il n'y a pas de bail, mais quelqu'un pourra un jour demander à faire requalifier son poste de travail en bail. Vous voyez donc, bon, les juristes travaillent sur ces questions-là, c'est très français ça. L'arrivée d'Uber, ça a créé bien sûr une réponse des taxis, etc. Bon, je ne crois pas que ce soit la bonne solution que de s'attaquer frontalement à tout ça, parce qu'ils ont très bien abordé leurs affaires juridiquement. Mais par contre, sur le plan sociologique, je demande effectivement à voir, parce que, je veux dire, les Starbucks, c'est les mêmes dans le monde entier. Bon, est-ce que c'est ça, finalement, la diversité, l'innovation, la créativité? Pas sûr. Et donc, eux, on va voir comment ils vont pouvoir déployer en Europe occidentale leur modèle. Dans les pays anglo-saxons, c'est clair que ça marche, et ils adorent ça. Bon, en Europe occidentale, on va voir comment fonctionnent leurs expériences. Ils sont déjà en Allemagne, ils sont en France bientôt. Je pense que, à force d'industrialiser les nouvelles façons de travailler, on va peut-être tuer la créativité quand même. Mais, objectivement, ce que j'ai vu est quand même assez intéressant, quoi, hein, voire séduisant. Merci beaucoup Bernard, merci à nos éclaireurs. On n'a pas beaucoup de temps, alors vas-y Vincent, mais très rapide. Juste une question rapide, de façon pratique, comment ils gèrent les espaces où
où les personnes vont travailler seules et ils veulent du calme, et des espaces où, au contraire, ce que je trouve des fois parfois difficile dans les espaces de coworking, où on est 2-3, on a besoin de travailler ensemble, on a besoin d'appeler les clients, on a besoin de faire des réunions. Comment ils gèrent ça? Évidemment, ils ont des espaces dédiés, c'est-à-dire des bureaux fermés. Moi, j'ai vu des équipes, alors moyenne de mètres carrés par poste de travail, 3 mètres carrés. Pour dire que ça industrialise aussi l'utilisation des surfaces. Et donc, effectivement, j'ai vu des bureaux dédiés dans lesquels il y avait des équipes, dans un bureau fermé, relativement bien insonorisé, mais là, c'est pire que l'open space, je veux dire. Les gens sont les uns sur les autres. Mais bon, après, ce sont souvent des entreprises encore de taille moyenne qui sont en développement et qui sont, à mon avis, dans une phase intermédiaire avant qu'elles-mêmes s'organisent mieux et des bureaux plus vastes et des possibilités de travailler différemment. Mais c'est vrai qu'on voit bien le lounge, des espaces de coworking bureau mobile, des espaces de postes de travail individuels dédiés, et puis des salles dans lesquelles effectivement on crée des bureaux ouverts en open space pour une petite entreprise. C'est vrai que la limite peut être vite atteinte, mais les gens qui sont dans ces bureaux-là m'ont expliqué que ce qui les intéresse, c'est la mobilité. Donc au fond, ils n'ont pas besoin d'être au bureau tout le temps. Donc ils ont un espace, il n'y a pas tout le monde tout le temps, sauf quand ils font une réunion ensemble, tous ensemble. Et au fond, c'est cette flexibilité-là, cette souplesse-là, c'est l'idée de l'ubiquité, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut travailler de chez soi, dans un Starbucks, du bureau ou n'importe où, dans sa voiture, etc. Et au fond, ils ont besoin d'un espace pour mettre en commun, bien sûr, et continuer à progresser. Merci Bernard, je vous pose plus de questions. C'est votre dernier mot, c'est sûr. Merci beaucoup.